Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde des rencontres du développement durable 2021. Je m'appelle Arnaud Chéniaud et avant de vous présenter nos intervenants aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire, une histoire du matin. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'aller voir un film qui s'appelle La glace et le ciel, qui a été réalisé par Luc Jacquet et qui racontait l'histoire de Claude Lorius, qui est un des premiers chercheurs explorateurs à avoir connecté, à avoir compris une association entre le réchauffement climatique et puis l'activité humaine. À la fin de cette projection, je suis allé voir Luc Jacquet, je l'ai félicité pour son film et il m'a dit avec tristesse qu'il faisait des films qui, pour lui, étaient chargés d'émotions, qu'il savait en fait que ça provoquait quelque chose chez les gens, mais qu'est-ce qui se passait après? Est-ce que ce narratif-là, est-ce que le fait d'aller chercher l'émotion chez les gens pouvait provoquer une action, pouvait provoquer par la suite un changement de comportement? Parce qu'elle est bien là la question. On peut toucher l'émotion, on peut avoir des discours sur, on parle beaucoup dans la politique de radicalité écologique, on parle d'écologie pragmatique, d'écologie heureuse, on entend les mots d'effondrement, évidemment de réchauffement climatique, mais aussi de collapsologie. Tout ça, en fait, on a l'impression d'avoir touché le sujet de plein de manières pour pouvoir provoquer un déclic, pour pouvoir engager une action. Et c'est le sujet aujourd'hui qu'on va explorer avec nos différents intervenants. Alors, pour pouvoir parler du narratif, on a invité Vayatou Ouya, qui est la déléguée générale de l'association 4D. On a également la professeure Angela Soutan, qui est professeure et responsable du laboratoire d'économie expérimentale de la Burgundy School of Business, qui sera avec nous, mais en virtuel. On a Safia Larabi, directrice des publications de la fabrique Spinoza. Bonjour. Gabriela Martin, vice-présidente de la Fonda. Jean-François Longeau, sénateur du Doubs, président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Enchanté. Et puis Pierre-Yves Sanchi, président fondateur de YouMatter. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, cette petite introduction, j'ai voulu la faire sous forme d'une histoire. Mais finalement, il y a le grand thème qu'on va aborder ce matin, c'est quel est le moteur le plus efficace pour nous motiver à faire et à réussir la transition. Et puis j'ai une première question qui concerne en fait l'idée du discours. Alors, sur l'idée du discours, on a deux façons de concevoir l'écologie. On a une première façon qui est plutôt, on va aller chercher chez Al Gore ou chez Joe Biden, une volonté en fait d'avoir un discours qui va être un peu plus volontariste. Et puis on a un discours chez Greta Thunberg, par exemple, qui est plutôt un discours alarmiste. Donc pour cette première question, je voudrais savoir quel est finalement celui qui fonctionne le mieux. Merci Arnaud pour cette question. Justement, à la Fabrique Spinoza, nous avons publié récemment une étude intitulée « Nature, santé et engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique » sur ce sujet et que nous avons réalisé avec le soutien de Nantes Métropole, l'Office français de la biodiversité, ARP Astrans, Veolia, Nestlé Céréales et Bouygues Immobilier. Et cette étude est née du constat que le discours actuel autour de l'écologie peine à générer un engagement suffisant. 47% des Français considèrent que le discours actuel autour de l'écologie est décourageant plutôt qu'incitant à l'action. Tant et si bien qu'il apparaît une éco-anxiété et le sondage Kantar récemment nous dit que pour 3/4 des jeunes de 18 à 25 ans, le monde est effrayant. Cette éco-anxiété a un effet corollaire de nous réfugier dans notre cerveau reptilien, donc celui qui régit la peur et nous fait agir par colère, fuite ou paralysie, et qui a pour conséquence de cultiver l'impuissance apprise. C'est-à-dire que quand bien même on vous donnerait les solutions à portée de main, on serait incapable de s'en saisir. Et c'est pourquoi il nous semble important et nécessaire de privilégier un discours plus émotionnel, qui parle à nos émotions, à ce qui fait sens pour nous, à nos motivations intrinsèques, à notre identité profonde, nos facultés à s'émerveiller, etc. Et donc, oui, je pense qu'il est possible de concevoir un projet politique autour d'une écologie qui soit plus apaisée, inspirante et centrée autour de nos émotions. On dit « émovere », ce qui me met en action.
Et donc, nous avons publié cette étude en libre accès sur notre site internet qui est centrée sur l'ensemble des bénéfices pour l'individu de par la santé, ainsi que comment glisser de l'émerveillement à l'engagement. Pierre-Yves, pour compléter Pour compléter, moi je vais peut-être prendre le rôle de trouble fait, parce qu'en fait il y a quand même pas mal d'études aujourd'hui qui vont dans le sens que quand on parle d'écologie, un discours qui est plutôt vers une orientation pessimiste a plus de bénéfices en termes d'action réelle et de changement de comportement réel. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde justement sur le plan politique ou sur le plan économique, les acteurs qui sont les plus médiatisés, notamment, alors on peut parler de Al Gore ou plus récemment de Bill Gates qui a fait un bouquin sur les solutions qui peuvent changer le monde. En fait, on se retrouve avec un discours qui va être très optimiste et finalement qui amène un petit peu à croire à la petite souris, qui est sur le fait qu'on n'aura pas besoin de changer nos comportements pour aller vers une économie plus sobre énergétiquement, qui nous amène à pas forcément devoir repenser sur le plan étatique, sur le plan individuel, l'ensemble de nos comportements et l'ensemble de notre économie. Donc ça amène quand même à devoir quand même clairement repenser notre système. Et pour ce faire, il faut évidemment trouver les bons leviers d'action. Mais ce que montrent notamment là, les dernières études qui ont été publiées dans Nature, c'est qu'un discours pessimiste a quand même plutôt tendance à amener plus vers un changement de comportement réel, et quel que soit son bord politique d'ailleurs. Un discours pessimiste ne peut pas non plus bloquer, c'est-à-dire qu'on peut se dire bon, bah, voilà, c'est foutu, on n'a plus rien à faire par la suite. Évidemment, ça doit être accompagné, mais en fait, moi je prends souvent l'image de la courbe de deuil quand on parle donc pour revenir un tout petit peu sur la notion de courbe de deuil, souvent quand on perd quelqu'un ou quand on perd un amour ou quand on amène aussi un changement de comportement, souvent en fait on a un peu un choc émotionnel au début qui va nous amener à être ensuite dans le déni. Et ensuite on va créer une colère face à la personne qu'on a perdue. Et ensuite on va tomber très bas dans ce deuil avec une phase de dépression. Et au fur et à mesure, on va commencer à accepter ce deuil et ressortir encore plus haut par rapport à ces thématiques-là. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand on va parler d'écologie, il y a toujours une phase qui va nous amener à être un petit peu dans le déni. Et c'est là, évidemment, qu'ensuite, on doit accompagner ce deuil d'une économie où on n'a pas besoin de changer nos comportements, où on peut continuer à prendre l'avion pour juste un week-end, où on peut continuer à rouler en voiture sans trop se préoccuper des conséquences sociales et environnementales. Donc il faut évidemment accompagner ce changement de comportement au travers de solutions, au travers de peut-être aussi de réglementations qui vont nous inciter à changer aussi notre comportement. Moi, personnellement, je ne crois pas forcément au fait que l'ensemble de la société va changer parce qu'on aura apporté un discours, on aura apporté une vision optimiste du changement. À un moment donné, il faut quand même accompagner ce changement. Alors certes, par un récit, et je pense qu'on va en reparler, mais aussi par de la réglementation et par des choses qui changent clairement les choses. Enfin, voilà. Quand on parle de tabac, quand on parle d'accidentologie sur la route, c'est quand même principalement lié au fait qu'il y a eu de la réglementation qui nous a amené ensuite à changer clairement un comportement. Donc, après, on parlera peut-être du sujet d'écologie punitive. Je pense que c'est un bon sujet, notamment sur le sujet politique. Mais, je pense qu'on est un peu obligé aujourd'hui de revenir sur la politique, vu les annonces qu'il peut y avoir chez le Parti écologique. Et donc, on y reviendra certainement. Angela Sultan, comment est-ce que ça se matérialise auprès des étudiants dans la formation, ces discours-là ? Avant de vous répondre comment ceci se matérialise chez les étudiants, je voudrais insister sur les dangers du déclaratif. Notre collègue vient juste de le rappeler. N'oublions pas que la plupart des études sont basées sur ce que les gens déclarent. Et il y a des études scientifiques qui montrent que l'attitude n'est pas une cause au comportement. Par exemple, si vous regardez les gens qui recyclent et les gens qui ne recyclent pas,
ils ont absolument exactement les mêmes attitudes envers l'environnement. Donc, il faut vraiment qu'on soit très attentif aux dangers du déclaratif. Et donc, pour enchaîner sur votre question, nous apprenons aux étudiants à justement observer les biais du déclaratif. On peut déclarer être sensible à avoir une attitude pro-environnementale et ne rien faire, comme dans l'étude que je viens de vous citer. Et nous apprenons aux étudiants aussi les derniers résultats scientifiques, résultats qui, entre autres, comme disait l'intervenant précédent, montrent que le framing compte et que la seule qui marche, c'est une menace négative à court terme et locale. Donc, je peux revenir sur ces éléments-là dans un instant si vous le souhaitez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que chez les étudiants, pour que ça se matérialise, il faut qu'ils aient accès à l'information de dernière minute et à une information scientifique non biaisée, c'est-à-dire basée sur des faits et des comportements réels et pas sur des déclaratifs. En matière d'environnement, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est qu'il y a des mécanismes simples de marché qui ont fait leur efficacité, et il y a des mécanismes réglementaires simples qui ont fait leur efficacité. Donc, avant de commencer à se tourner vers des innovations, des beaux discours, etc., il faut vraiment faire confiance à des mécanismes qui marchent et les mettre en place. Valia-Touya, sur l'innovation, de la même manière, quel discours fonctionne, quel storytelling, en fait, on peut provoquer pour créer l'innovation des entreprises et participer donc à cette transition écologique, ou en tout cas ne pas aller sur les logiques d'effondrement. On a avec... je vais rebondir sur l'innovation, mais peut-être parce qu'elle nous projette. On a ce besoin de projection, en fait. Et on est là sur les rencontres du développement durable. On a un agenda, c'est l'agenda 2030. Un point de passage vers un agenda souvent aussi dénoncé par rapport aux limites planétaires, qui est ce point de seuil de 2050 au niveau du climat, au niveau de la démographie, au niveau de la biodiversité. Cette projection, souvent, on sait y répondre par de l'innovation technologique. Mais derrière le mot innovation, ce que je trouve vraiment très intéressant et ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi toute l'innovation sociale. On a la chance maintenant, et peut-être, même si ce n'est pas nouveau, qu'on arrive à des points de rupture au niveau des limites planétaires, on peut maintenant avoir toutes ces données très rapidement et qui nous permettent de nous mettre dans une forme de pilotage. On ne fait pas une évaluation a posteriori. On peut aujourd'hui très rapidement savoir où on est et comment réorienter. Au regard des entreprises, ça peut être, et ils vont le dire, des nouveaux business models, pouvoir essayer de trouver des nouvelles orientations, mais c'est aussi intégrer le risque. Mais ce sur quoi j'ai vraiment envie d'insister, c'est ce que ça provoque, puisqu'on parlait de changement de comportement, en termes d'innovation auprès des gens. Il y a deux choses qui me semblent importantes aujourd'hui. Toute la dimension du facteur humain. On commence à raccrocher les questions que je viens de vous dire sur la science de la durabilité avec le facteur humain, et je vais parler moi des facteurs humains. Et donc il y a une initiative de scientifiques qui vont être plus sur les sciences du comportement social, qui veulent créer un GIEC du comportement pour pouvoir à un moment faire raccrocher ce qu'on sait et pourquoi on ne bouge pas. Parce que la plupart du temps, et vous le dites, on nous met face à deux discours, l'un optimiste et l'un pessimiste. Et il me semble que l'ensemble de la société n'a pas à être dans cette dualité. Il y a quand même une palette de nuances beaucoup plus importante. Et c'est ça qui nous manque, je pense, aujourd'hui. Quand vous allez dans une librairie pour raconter la même histoire, vous avez des rayonnages avec plein de sujets, plein d'auteurs. Aujourd'hui, on nous en propose deux. Donc, entre l'effondrement ou l'utopie, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'autres choses sur la dimension pragmatique, sur la dimension de pacification aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas bouger si ils ne se sentent pas en confiance. Et par rapport à ce que vous disiez, moi, j'ai aussi animé des ateliers auprès de personnes dans des conditions très difficiles. Vous ne les mettez pas en mouvement à partir du moment où vous les mettez face à une logique d'effondrement ou la peur, en fait. Au contraire, il faut renforcer les capacités. Et donc aujourd'hui, ce travail-là, je le fais aussi avec la CAF de Paris sur le programme Autonomie des jeunes. Et on voit bien que par rapport à certaines populations qui n'ont déjà pas grand-chose, si vous leur dites qu'elles vont encore perdre plus, ben voilà, à quoi bon ? Et au contraire, quand on commence à dire, en prenant en considération ces enjeux-là, et donc c'est là où je fais le lien avec toute la science qu'on peut vulgariser maintenant et qui est mise à la portée du plus grand nombre, en fait, tout ce qu'on dit sur le climat ou autre.
on leur dit, voilà, en connaissant, vous avez plus la capacité d'agir et de créer des nouvelles formes, d'autonomie, de regarder dans les compétences aussi nécessaires pour agir, pour être agile, pour créer, pour se connecter, pour pouvoir être en coopération. Et c'est là-dessus, je trouve que travailler maintenant en termes d'innovation, et je rejoins aussi, c'est la même chose dans les entreprises, on commence à regarder dans des nouveaux leaderships, pas simplement les cases qu'on connaissait, mais les reliances entre les cases et les compétences nouvelles dont on a besoin. Donc moi, je vais vraiment insister sur la dimension de facteur humain avec des S. Je trouve que c'est plus intéressant aujourd'hui pour pouvoir dire, comme vous le disiez, embarquer l'ensemble de la société. L'ensemble de la société, elle ne peut pas se réduire à deux oppositions, en fait. Et justement, sur l'ensemble de la société, donc on ne peut pas jouer, on ne peut pas engager ces actions-là sans compter sur le collectif. Donc, Gabriela Martin, comment est-ce qu'on engage le collectif pour une prise de conscience et ensuite un passage à l'action ? Écoutez, la vision politique portée par l'agenda 2030 qui aujourd'hui nous fédère, en tout cas nous déjà, les participants et les intervenants et les participants à cette table ronde, est une vision très holistique, très large, universelle, qui convoque largement. Néanmoins, bien qu'il y ait un certain nombre d'aspects positifs sur cet agenda que nous déclinons tous, il ne suffit pas que d'émettre des injonctions. Faudrait-il décliner l'agenda 2030 ? Mais comment fait-on ? Comment fait-on pour agir collectivement ? Comment fait-on pour agir de façon individuelle et de rendre ce pouvoir d'agir aux individus et aux collectifs ? C'est une des réponses. Nous essayons de répondre au travers les outils que la Fonda, qui est le laboratoire du monde associatif depuis 1981, développe et essaye de promouvoir auprès des responsables associatifs, des entreprises, des pouvoirs publics à différentes échelles. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter un dispositif, un outil de travail qui va permettre d'organiser une réflexion avec des acteurs autour d'un sujet, d'une thématique. Dès l'agenda 2030, par exemple, nous avons mené 3 expérimentations en 2020 et nous sommes sur le point de signer une convention pour une 3e en Île-de-France. L'idée étant de se donner les moyens pour réfléchir, pour agir ensemble, se doter d'une gouvernance, créer une communauté d'action. Encore une fois, ça peut paraître très, très théorique, créer une communauté d'action, d'acteurs, partager des objectifs et se donner des horizons, se donner les moyens de les atteindre tout en déclinant cet agenda par thème. Si je le comprends, ce que vous dites, on essaye de se mettre en accord sur des problématiques communes, des enjeux communs, et à partir de ces enjeux communs, donc vous travaillez dessus. Je pense qu'il y a d'autres organismes qui font la même démarche aujourd'hui. Et à partir de ces enjeux communs, de créer des groupes de travail. Mais alors, ce que j'en entends, c'est il faut que la cause commune, c'est un peu cette sorte de Covid. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir engager, il y a eu plein d'origines, il y a eu plein de questions sur l'origine de Covid, et les actions ne sont pas les mêmes si ça vient d'un laboratoire ou si ça vient d'une transmission entre une chauve-souris et puis un animal. Donc, ce que j'en comprends là, c'est que pour pouvoir enclencher des actions, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur l'origine du mal, on va dire, et à partir de là, d'engager des dispositifs collectifs pour le solutionner. C'est ça, en fait, la clé ? En effet, donc c'est aussi une démarche de prospective. Encore une fois, ça peut paraître très théorique, mais ça rejoint l'innovation également. On est souvent, ces derniers temps, nous sommes face à des injonctions. Donc, créer, développer, coopérer. Mais encore une fois, comment fait-on ? Donc, commençons par nous réunir, commençons par s'approprier des objectifs de développement durable, parce que le but, c'est de se sensibiliser les uns avec les autres et faire cause commune. En effet, donc cela implique de faire cause commune autour d'un sujet et puis ensuite donc, monter toute une ingénierie de projet qui va avoir une implication quotidienne, immédiate. Ce n'est pas, c'est encore un des problèmes du changement climatique. On nage dans une inertie face au changement qui nous amène à se dire, en fait, comme les répercussions seront à très très long terme, nous n'avons pas véritablement besoin de changer maintenant. Et donc cette idée de mettre en mouvement et
de faire vivre ce pouvoir collectif, pouvoir d'agir collectif que nous avons tous en nous, nous met en mouvement et nous amène à quitter, à sortir cet espace d'inertie face au changement. D'où la nécessité aussi de médias comme le vôtre, qui sont des... Peut-être aussi sur le constat, je pense que c'est aussi justement le rôle des médias de mieux expliquer d'où viennent les causes de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que en fait, quand on prend par exemple le cas des incendies cet été, ou le cas des inondations, ou quasiment tous les maux MAUX qu'on est en train de vivre, d'ores et déjà, on peut l'attribuer à l'effet de l'être humain sur la planète, en fait. Et quand on regarde, on peut écouter les radios, lire les journaux, le lien de causalité réel entre les deux est très rarement fait. À chaque fois, on va se concentrer sur les pertes de vies humaines, évidemment, qui sont désastreuses. On va se concentrer sur les pertes économiques, de PIB, de tout ce qu'on veut. Mais franchement, le poids des médias face à la non-corrélation entre ce qu'on est en train de vivre actuellement et la réalité scientifique sur le réchauffement climatique, notamment, parce qu'il y a le réchauffement climatique, mais il y a la crise de la biodiversité et tous ces autres sujets, est fondamentale, en fait. Et je crois que là-dessus, on peut vraiment... s'il y a une chose à retenir, au moins dans cette première matinée, c'est vraiment ça, c'est la corrélation, créer la corrélation. On le retrouve sur les médias, on le retrouve dans les études, on le retrouve, j'imagine, par rapport aux entreprises et tout ce qui touche à l'innovation. Créer une union, en fait, sur la cause et l'effet, déjà, ça peut, j'imagine, engager les citoyens. Justement, les citoyens, monsieur le sénateur, alors on est dans le pratico-pratique, là, vous êtes dans le très concret aujourd'hui, non pas que le reste ne le soit pas, mais là, on est dans le passage à l'action réelle. Comment est-ce que vous faites et comment est-ce que vous engagez vos citoyens sur le territoire pour qu'ils prennent la main ? Et je crois que les citoyens sont aujourd'hui bien sensibilisés sur le problème lié à la politique environnementale. Effectivement, beaucoup plus que sur la biodiversité d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est un peu dans l'ombre pour nos concitoyens. Mais nous avons un rôle fondamental, les élus. C'est que nous devons effectivement engager un certain nombre de procédures pour inciter à résoudre un certain nombre de problèmes. Mais je dis bien inciter, et non pas effectivement punir ou dire il faudra absolument faire comme ça. Je vous prendrai quelques exemples qu'on a dans la loi climat sur notamment les zones à faible émission, c'est-à-dire les ZFE, où le Sénat et la commission d'aménagement du territoire que j'ai l'honneur de présider a pris un certain nombre de dispositions. C'est de dire effectivement, dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, avec votre véhicule qui pollue, eh bien, vous ne pourrez plus y entrer dans les années 2025. Il faut absolument accompagner aussi, parce que celles et ceux qui vont travailler avec un véhicule ancien, eh bien, ils ne sont pas toutes avec une capacité effectivement de changer leur véhicule. Il faut, bien entendu, accompagner aussi dans par exemple, Monsieur le sénateur, est-ce que vous pouvez prendre le micro par le haut ? Non, votre main, voilà. Oui. D'accord. Alors, effectivement, dans la rénovation des bâtiments aussi, je crois que là aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que l'on accompagne. Et je crois que nous devons prendre un certain nombre de mesures. Pas des mesures, d'ailleurs, en donnant des dates très fixes et rapides, parce qu'on s'aperçoit que on n'arrive pas toujours à les respecter, mais en mettant une vraie politique en amont pour effectivement inciter nos concitoyens. Et puis essayer aussi, surtout quelque chose qui me paraît très important, c'est de s'y tenir. C'est de s'y tenir, c'est pas tous les jours, on change à un moment donné, on va aider ça, on va faire ceci, on va prendre telle autre politique. Je crois que c'est vraiment important. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que chacune et chacun soit conscient, mais je crois que c'est un vrai collectif. C'est un vrai collectif. On ne peut pas, effectivement, chacun en prenne conscience, mais il faut que l'ensemble des populations, que ce soit d'ailleurs sur le territoire national ou en Europe ou même mondial, que chacun aille dans le même sens. Et je crois que c'est l'objectif de la COP21 qui a été de faire prendre conscience de cette problématique au niveau mondial. Et ce sera les objectifs qu'on défendra sur la COP26. C'est vraiment une
prise de conscience générale. Merci, monsieur le sénateur. Faites attention sur le micro, parce que j'ai la technique qui me dit qu'il ne faut pas mettre sa main sur le bas. D'accord. Ah, très bien. Petite pause technique. Je vais enlever le bas. On a parlé des citoyens, on va parler un petit peu des entreprises et sur un sujet qui les anime beaucoup, qui est le RSE en général. Donc c'est tout ce qui touche à la responsabilité sociale des entreprises. Et on a vu quand même un mouvement assez intéressant, c'est que là où le RSE était vu comme une contrainte et quelque chose d'assez systémique, on va dire une grande ambition les dernières années, aujourd'hui le RSE arrive dans les métiers, dans ces organisations. Donc en fait on les retrouve éparpillés à différents niveaux d'action dans les entreprises. Et j'aimerais savoir aujourd'hui si c'est une démarche qui est naturelle, normale, logique, s'il y a des entreprises qui inspirent d'autres. Comment est-ce que le RSE est un élément qui permet à ces entreprises de changer et d'avoir parce que le RSE c'est un élément narratif aussi, et d'engager une véritable transformation. Et je voudrais vous poser la question à vous, Gabrielle. Il est vrai que nous rencontrons lors de nos marathons, lors de nos ateliers, nos débats, nos échanges, des entreprises, des fondations d'entreprises qui participent, nos partenaires, qui viennent faire ensemble et viennent apporter au travail de coopération multi-acteurs, que l'on appelle, puisque dans les parties prenantes de ces méthodes, de ces outils, donc les entreprises, c'est une part aussi importante du fait de créer de l'emploi. Il n'y a pas que les entreprises, les associations, le milieu de l'ESS et l'économie sociale et solidaire également créent de l'emploi. Donc, en tant que partie prenante de l'économie, elle participe à nos échanges, elle vient apporter. Nous trouvons qu'il y a des passerelles qui se créent sur des référentiels, sur des pratiques donc, qui mettent déjà à l'œuvre au sein de leurs équipes. Mais ce que je voulais dire, au-delà de cette observation, qui est une observation participative, qui est celle des entreprises, c'est que l'éco-responsabilité dont une mesure qui serait nécessaire pour que cette RSE vive est importante à nos yeux, dans la mesure où elle impliquerait les citoyens, donc des citoyens salariés, qu'il ne faudrait pas opposer. Donc, un citoyen et salarié est employé d'une entreprise, peut demander un reporting, peut se trouver dans une situation de légitime attente vis-à-vis de son entreprise. Et donc, aujourd'hui, par exemple, des mesures d'éco-responsabilité et de reporting de résultats et des objectifs, d'atteinte des objectifs économiques, environnementaux et sociaux est aussi d'actualité. Je voudrais terminer par un élément en évoquant la part des entreprises qui est le suivant. Il est important de faire appel à une logique de vrai engagement et dépasser cette logique de reporting qui n'est même pas encore répandue partout. Ça veut dire que ce mouvement, il vient alors, on avait donné en fait aux entreprises des grands objectifs, mais là, ce que vous dites, c'est que le fait que les citoyens salariés mettent un peu une pression, cette pression, elle est liée à la transparence donc des reportings que peut faire l'entreprise, ça change et ça accélère cette transformation. En effet, ça peut participer et ça peut également structurer une réflexion autour de l'engagement et non pas des logiques de reporting. Vous voyez ? Je serais assez curieux, alors il n'est pas dans mon déroulé, mais je serais assez curieux de savoir si le gros enjeu de ces entreprises, ce n'est pas celui du recrutement. C'est-à-dire que si on a une entreprise qui aujourd'hui ne respecte pas des engagements ou elle ne va même pas plus loin que ce qu'on peut exiger, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui certaines de ces entreprises, sans les nommer, qui pourraient avoir de vrais sujets de recrutement et donc d'avenir en fait. Maïga. Oui, effectivement, la question du sens, elle est très présente chez les jeunes, notamment diplômés. Et j'ai effectivement été en discussion avec des entreprises et qui se retrouvaient à vraiment intégrer alors, leur stratégie RSE, donc cette logique de reporting, mais de la relier à ce qu'on appelle maintenant la raison d'être, les entreprises à mission. Et c'est autant pour les entreprises
je dirais, un positionnement sociétal vers leurs partenaires extérieurs, mais c'est aussi une façon de redonner ce sens commun dont ils ont besoin pour redévelopper à nouveau ce qu'on disait sur les compétences internes. Et par rapport au recrutement, il y avait une personne en charge des ressources humaines qui me disait que c'était recruter, mais fidéliser aussi. Parce que vous pouvez avoir des jeunes diplômés qui vont vouloir aller vers un premier emploi, mais toute la question, c'est de pouvoir les garder longtemps. Et pour garder longtemps, il faut donner des perspectives. Et puis, il faut effectivement que la personne ne soit pas en train de se dire « Ouh là là, bon, je fais ça, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs, mais je le ferai 2-3 ans et après, j'irai ailleurs. » Donc, il y a une réflexion plus globale. Et c'est ce qui ramène aussi à considérer le salarié avec sa tête, son cœur et ses mains. D'où l'importance de la vision et en même temps de la dimension très pragmatique du récit et de la feuille de route. Une dernière chose, puisque effectivement on a fait référence aux objectifs de développement durable, ce qui est aussi de plus en plus intégré, c'est pas simplement les enjeux environnementaux, on le savait dans la RSE, les enjeux environnementaux, sociétaux, sociaux, mais c'est aussi de regarder là où il n'y a pas de cohérence. Est-ce que j'ai des impacts négatifs sur certains sujets? C'est peut-être pas dans mon cœur de métier, mais est-ce que j'ai des impacts négatifs ou pas? Je suis pas obligée de tout. Une entreprise n'a pas besoin de répondre à tous les objectifs de développement durable, mais est-ce qu'elle est cohérente? Si elle dit qu'elle est effectivement durable, est-ce qu'elle n'est pas incohérente sur certains objectifs? Et ça, vous le voyez, les entreprises se font taper sur les doigts quand ça ne fonctionne pas. Très récemment, là en ce moment, on est en train de parler d'une chaîne de fast-food qui vend de l'eau du robinet. Au-delà de cet acte commercial particulier, est mis en avant la question du commun. De l'eau est un bien commun. Et l'eau du robinet, aujourd'hui, en plus en régie dans un certain nombre de villes, une élue de Paris a effectivement mis en avant cette question des communs. Donc, une entreprise qui privatise les communs et qui se dit durable, c'est aussi, de temps en temps, une incohérence qui peut lui être, je dirais, quand même un peu fatale en termes réputationnels. Alors, ils disent qu'ils la traitent quand même. Bon, ça fait quand même 7 litres après 7 € le litre, je crois, et c'est dans des gobelets. Bon, c'est pas le sujet du moment, mais quand même, à voir, c'est dans des gobelets qui sont des gobelets sur lesquels il y a 1,5 g de plastique dedans, qui a priori sont plus compliqués à transformer que les bouteilles en plastique. On est sur ces moments-là. De cohérence. Je pense que les gens sont en quête de cohérence, en fait. Et c'est vrai que ces moments-là, ces points-là, qui sont mis en avant par les médias aussi, et naturellement, ça crée un trouble, un doute, et ça manque de cohérence. Donc c'est vraiment j'imagine, ce qu'on peut demander aux entreprises, c'est d'être le plus cohérent possible. C'est pas d'avoir forcément une action d'ONG, mais c'est d'être, comme vous l'avez très bien dit, de neutraliser un peu son impact. J'aimerais bien vous entendre également dessus, parce que vous avez fait une allusion tout à l'heure dramatique sur les jeunes. Et si on rapproche ces jeunes-là au monde de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un véritable danger, quoi? Est-ce que ces jeunes, ou cette jeunesse, a encore envie d'aller dans les grandes sociétés pour y trouver du sens? Oui. Effectivement, il y a des lettres des étudiants des grandes écoles qui déclarent qu'ils veulent s'engager auprès d'entreprises à forte raison d'être et au respect de RSE et d'objectifs en développement durable. Peut-être j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Vaya, sur ce besoin de cohérence et d'alignement, avec une petite histoire de Gérard Boss, qui est donc le directeur du programme Business et Biodiversité à l'UICN, le Congrès de la Nature, et qui nous dit que lorsqu'il amène ses dirigeants d'entreprise faire une expédition avec des guides de montagne en nature, eh bien, l'expérience est telle qu'ils s'en trouvent transformés. C'est-à-dire qu'une fois revenus dans leurs organisations, eh bien, ils ont davantage envie d'agir pour la transformation écologique de leur entreprise. Donc il y a une sorte d'alignement qui se crée par la fréquentation de la nature. Les dirigeants se disent reconnectés. On revient sur l'émotion qui, malgré le discours positif ou négatif, est absolument essentielle dans la démarche de sensibilisation. Question un peu
financière ou frontale, et je vais vous la poser à vous, Angela Soutane. Est-ce que la croissance verte peut être une véritable réalité économique, ou est-ce que c'est une utopie ou un leurre? Alors, question frontale, mais qui a une réponse simple. Je vais raccrocher ma réponse à ce qu'ont dit les intervenants précédents. Tout le monde a cité la contribution au bien commun, tout le monde a cité le besoin de cohérence. Et donc, je voudrais juste rappeler qu'en ce qui concerne la contribution au bien commun, il y a typiquement 3 types d'individus. Vous avez ce qu'on appelle les coopérateurs inconditionnels, vous avez ce qu'on appelle les coopérateurs conditionnels et les passagers clandestins. Alors, le coopérateur inconditionnel contribue au bien commun, à l'environnement, à la RSE, à la croissance verte, etc., de par une motivation intrinsèque, quoi qu'il en soit. Le coopérateur conditionnel, lui, par contre, il contribue en fonction de sa perception de ce que font les autres. Si les autres contribuent, je contribue aussi. Et enfin, le passager clandestin ne contribue pas. Et au contraire, veille à surveiller les opportunités de tirer profit de la contribution des autres. Donc, on observe généralement que les passagers clandestins suivent les gros contributeurs pour essayer d'en tirer profit. Parce que quand des gros contributeurs contribuent au bien commun, le passager clandestin peut en bénéficier gratuitement. Le problème, c'est que la majorité des individus, d'après les réponses comportementales qu'ils donnent à ces sujets-là, sont des coopérateurs conditionnels. Et lorsqu'on a une société qui est composée essentiellement de coopérateurs conditionnels et de passagers clandestins, il est très facile de voir mathématiquement, statistiquement, etc., qu'on tend à long terme vers une contribution égale à 0. Donc, en fait, à long terme, si on continue à faire comme aujourd'hui, nous allons avoir un épuisement de la contribution au bien public. Donc, par rapport à votre question, la réponse est non. Enfin, c'est peut-être une réalité maintenant, encore, mais ça ne sera plus. D'accord? Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose qui rétablit cette cohérence-là. Et on a parlé d'entreprise, de biens, de pouvoir public, etc. Il y a une cohérence à établir au niveau individuel, au niveau du salarié, au niveau du pouvoir public dans les actions. Et il y a des incitations fortes à mettre en place pour que les individus puissent, s'ils ne sont pas motivés intrinsèquement pour contribuer à cette croissance verte, qui contribuent de manière, par une motivation extrinsèque. Il y a des incitations qui fonctionnent très bien et qui ont été testées. Et ces incitations-là doivent absolument être mises en place à tous les niveaux. On a parlé tout à l'heure d'exemplarité. Il y a des actions qui se font par-ci par-là, qui sont des actions concrètes et réelles. Malheureusement, ça reste souvent des histoires d'initiés. On n'a pas accès à tous ces histoires-là d'exemplarité. Un petit exemple simple. Un deuxième exemple, il y a beaucoup de problèmes liés à tout le discours. On en parle tous, même nous là maintenant, c'est ça qu'on est en train de faire. On parle du développement durable. On parle. Il y a des études qui montrent que plus tu mets un discours important, beau, etc., autour d'un événement, plus les individus vont en être déconnectés et ne vont pas avoir l'impression qu'à leur niveau, ils peuvent faire une action. Donc, il faudrait que même nous, chercheurs, décideurs, chefs d'entreprise, on en parle moins et on en fasse plus. Troisièmement, on a des mécanismes, encore une fois, de marché très simples, les incitations, les sanctions, les mécanismes de prix qui fonctionnent et qui ne sont pas correctement utilisés aujourd'hui et qui ne sont pas utilisés en fait. Le fait de mettre des deadlines précis, des calendriers précis, des actions précises et visibles, ça marche. Le fait de mettre des incitations concrètes, le fait de permettre aux individus ce qu'on appelle la sanction altruiste, en place, ça marche. Le fait de mettre en place tout simplement des incitations assez fortes et pas minuscules et pas liées juste à du discours, ça marche. Voilà. Très, très intéressant. Être dans le concret, je pense que effectivement, et on le retrouve dans les entreprises, dans les citoyens un peu partout. Pierre-Yves Sanchi, vous avez une remarque, une réaction par rapport à ça? Sur quoi? Sur le sujet de la croissance verte? Bah, en fait, le sujet de la croissance verte, encore une fois, c'est un peu croire à la petite souris. Parce que comme
comme on le voit aujourd'hui, ce qui guide les politiques économiques, les politiques sociales et autres, c'est le sujet de la croissance. C'est de se dire, en fait, on va créer plus de PIB parce que ça va créer de l'emploi, parce que ça va nous sauver de tous les tourments. Et là, quand on parle de la Covid, le seul sujet qui va un des très grands sujets quand même qui va être au cœur, à mon avis, de la présidentielle, ça va être aussi comment on recrée de la croissance, mais par le biais du PIB. Or, aujourd'hui, c'est prouvé, c'est très clair, on n'arrive pas à décorréler, à découpler la croissance du PIB, donc la croissance économique d'un pays ou de la planète d'une manière générale, avec une décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est complètement utopique. Et alors pour autant, on en entend parler tout le temps dans les médias. C'est un grand sujet des politiques. C'est un grand sujet vraiment qui cohabite vraiment partout dans toutes les sphères politico-médiatiques. Ça paraît vraiment évident. Et ça paraît évident. Et donc évidemment, il faut mettre plus d'énergie renouvelable. Il faut mais sans vraiment essayer de repenser notre société, parce qu'en fait, le problème qu'on vit actuellement, c'est un problème systémique. Et donc, dans le systémique, il y a système, et il faut changer tout le système, en fait. Ça veut dire qu'il faut changer toute la manière dont on est en train de vivre actuellement. Et se concentrer sur des faits tangibles et réels. Aujourd'hui, les plus grosses émissions de gaz à effet de serre, par exemple, c'est autour du transport. Or, on se concentre clairement sur des sujets qui vont être parfois anecdotiques, en fait. Donc, et pour dire que je ne suis pas un illuminé, la Commission européenne a elle-même publié un rapport récemment qui dit, en fait, un des objectifs auxquels on doit tendre, c'est créer de la croissance, mais sans croissance économique. La croissance culturelle, sur les sujets de santé, sur les sujets d'éducation ou autres. Mais le sujet de se dire, en fait, on ne change rien, les gars, continuons comme on faisait avant, et on va rajouter des énergies renouvelables, on va faire de la transition énergétique et des choses qui consomment moins, en fait, ça n'existe pas. Parce qu'à chaque fois qu'on invente des choses qui paraissent géniales, du type voiture électrique ou du type 5G ou autres, qui peuvent être... Ou voyage... Bah alors là, ça, je n'ose même pas en parler. En fait, on crée, l'être humain est génial pour ça, on crée ce qui s'appelle un effet rebond. D'une chose qui peut paraître bénéfique, finalement, on va se retrouver à l'utiliser beaucoup plus. Par exemple, la 5G en soi peut avoir des effets positifs, mais on sait très bien que le fait d'avoir des débits qui vont être extrêmement puissants va faire qu'on va développer les usages, on va encore plus regarder dans le métro des vidéos en ultra haute qualité. Et en fait, ça va avoir des effets qui vont être désastreux sur le plan consommation énergétique et sur le plan écologique. Donc voilà, on est... Du coup, je me tourne vers vous, monsieur le sénateur. Exercice pas très facile, parce que l'exercice politique, comment est-ce que le politique peut pousser en fait, les citoyens à avoir ces comportements, ces actions? Est-ce que ça se joue sur la fiscalité? Est-ce que ça se joue sur un discours qui serait pas un discours de décroissance, ou peut-être même un discours de décroissance, mais en tout cas d'une croissance raisonnée? Comment est-ce que le politique, vous êtes chargé en ce moment, je veux dire, vous êtes sur une séquence que vos prédécesseurs n'avaient pas forcément, quoi. Complètement. Et moi, je crois qu'il y a déjà, au sujet de la fiscalité, il y a déjà une chose qui me paraît importante. C'est qu'on puisse adapter notre fiscalité aux besoins liés au développement durable. Parce qu'aujourd'hui, toutes les taxes que l'on peut mettre, et on l'a vu d'ailleurs avec les Gilets jaunes, ce sont des taxes qui viennent dans le budget, des taxes qui viennent certainement diminuer le déficit ou je ne sais quoi. Mais je crois que ce qui est important, et ce qu'il faudra, c'est ce que je répète depuis plusieurs années à tous les ministres de l'Environnement qui sont passés et aux ministres des Finances, c'est de dire qu'il faut affecter la recette. Et je crois que nos concitoyens le comprendront totalement, de se dire, bien voilà, on a effectivement une taxe, mais cette taxe, elle va aller pour essayer de trouver des moyens d'aider le transport pour avoir des véhicules plus propres ou d'aider à la résorption des logements. Et je crois que ça, c'est vraiment important et c'est notre rôle principal. Alors, j'ai bien compris qu'effectivement, on était pris entre le fait de la croissance. Il faut qu'on ait une croissance.
hein, ce qui est effectivement normal. Mais la croissance, eh bien, elle passe par plus de production, plus d'industrie, plus effectivement, il y a derrière une certaine pollution. Puis moi, je crois surtout qu'il va quand même falloir que l'on pense sérieusement à mettre en place vraiment une économie circulaire. Je crois que la consommation forte est... vous savez, j'ai fait un rapport, moi, sur les téléphones portables. Quand on voit qu'on arrive à vendre aux Français 25 millions par an de téléphones portables et qu'on commence à recycler seulement maintenant et qu'on ne le fait pas, alors qu'on a des matières nobles, hein, dans 50 000 portables, il y a 1 kilo d'or, on a des matières nobles, on a des terres rares, on a tout un tas de choses, et je crois que ça aussi, parce qu'il faut produire, et je pense qu'on oublie un petit peu à un moment donné de recycler. Mais je crois que la principale chose que l'on puisse faire, nous, c'est toute taxe qui est liée à l'environnement doit être affectée aux politiques d'environnement. Et c'est un sujet primordial. Et c'est un sujet sur lequel on n'arrive pas à se faire entendre parce que, alors bien sûr, la taxe, elle va à la santé. Hein. C'est bien qu'elle aille à la santé, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de travailler sur les politiques environnementales. Et je crois que c'est des discours qu'il faudra que l'on répète et que des discours qu'il faudra à un moment donné qu'on soit entendu pour montrer aussi la vraie volonté du politique de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, d'avoir une vraie politique du développement durable. Et je crois que ça passe par là. En fait, c'est très en lien avec ce que vous dites tous. Moi, ce que je retiens, c'est transparence, corrélation, montrer les corrélations, c'est cohérence. Donc ça veut dire que dans ce que vous préconisez, on fait une taxe, et même si effectivement cette taxe, elle peut être utilisée sur plein d'autres éléments, pour pouvoir créer de la simplicité de lecture de ce qu'on est en train de faire, on l'associe à une action particulière, qui est une action écologique ou climatique. D'accord. Bien sûr, il faut effectivement de la cohérence, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire on veut inciter à ce que l'on roule plus propre, parce que dans les secteurs ruraux, à part se déplacer avec une voiture, on ne peut pas se déplacer autrement. C'est pas possible. Et on ne peut pas inciter nos concitoyens à un moment donné à prendre d'autres habitudes ou à avoir d'autres véhicules, et puis on leur dit vous avez une taxe sur l'essence, une taxe sur ceci, mais cette taxe n'est pas affectée. Je crois que c'est important, il faut être vraiment cohérent. Puis il faut aussi qu'on ait une cohérence, nous, les citoyens. C'est qu'on commande beaucoup de choses. On ne veut plus qu'il y ait de véhicules qui soient sur les routes, mais on commande beaucoup de choses par Internet, et puis on veut être livré tout de suite, et puis on veut avoir les choses immédiatement. Et je crois que vous parliez tout à l'heure de tout ce qui tourne autour de l'environnement numérique, et c'est un des rapports que l'on a fait au Sénat sur la pollution de l'environnement numérique, et je crois que c'était un rapport important parce qu'on a été la seule chambre à le faire, et c'était repris d'ailleurs par le gouvernement, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que l'on regarde. Pour réagir à ce que vous dites et pour rebondir sur ce que vous disiez également, il y a même une start-up qui a levé énormément d'argent récemment pour se faire livrer en un quart d'heure. Donc on va dire que ce n'est pas forcément la bonne dynamique, ou en tout cas celle sur laquelle on voudrait que le monde aille. Vous aviez une réaction ? Oui, une réaction, parce qu'en fait, si effectivement il y a un consensus sur le côté face de la pièce, vous venez justement de souligner un aspect du côté pile de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'obstacles à ce que ce qu'on se dit là se passe, parce qu'en fait, il y a ces solutions qui sont présentes. Tout à l'heure, je levais un peu les yeux quand on disait le transport et le reste est anecdotique. Il y a quand même le bâtiment et l'alimentation qui, en termes d'impact carbone, sont très importants. Et on a les solutions. Mais, par exemple, on a en ce moment des discussions, c'est d'actualité, la PAC, donc la politique d'agriculture commune, la politique agricole commune, qui ne va pas dans le sens de ce qu'on est en train de dire et qui est encore en train de multiplier les obstacles. Donc, en fait, il y a des personnes qui avancent très vite sur les solutions, mais les obstacles continuent. Et c'est ça qui est particulièrement difficile. Et par rapport à ce que vous disiez, l'idée d'une taxe carbone n'était pas de ces dernières années. Elle est
C'est un vieux sujet qui revient et à chaque fois ça crispe. Pourquoi ? Parce que on apporte la taxe avant même effectivement d'apporter les solutions sur les transports. Le fait que dans des milieux ruraux on ne puisse pas se déplacer sans voiture n'est pas nouveau. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment les autres solutions ne sont pas apportées, que ce soit sur des véhicules ou sur du transport en commun ou sur le fait de ne pas avoir besoin de se déplacer systématiquement pour certaines activités et donc de réfléchir aux formes de déplacement. Et donc cette dimension systémique, on a les différents éléments, mais la plupart du temps, de la même façon que vous parliez d'économie circulaire, la circularité de toutes nos actions, de tous nos déplacements, de nos modes de vie, elle n'est pas tout le temps vue de façon cohérente. Et donc toutes ces incohérences, aujourd'hui, nous donnent l'impression qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Or, on nous dit bien, et c'est l'enjeu de l'agenda 2030, donc là, maintenant, il va nous rester 8 ans. c'est pas grand-chose. Et donc, on risque d'être dans une transition très inégalitaire. D'où l'importance encore plus de soutenir des solutions pour les personnes qui ont le moins de capacité à pouvoir s'embarquer sur les aspects plus innovants, pionnières, et de s'assurer qu'on embarque tout le monde. Et notamment, je ne me souviens plus, mais j'ai bien aimé les trois solutions, les trois familles, qu'on puisse prendre les deux qui sont les moins à même de bouger avec ces transformations. C'est une transformation qui vient à contre-courant de l'évolution actuelle de ce qu'on appelle développement, partage de richesse. C'est quand même tout ce qu'on est en train de se dire là reste à contre-courant d'un mouvement beaucoup plus global. On va revenir sur le narratif. Ah oui, allez-y. Peut-être pour ajouter une petite réflexion à ce que vous dites, c'est dans les modèles biologiques, pour la notion de croissance, le seul endroit où on voit une croissance infinie, c'est dans l'expansion des cellules cancéreuses. Donc déjà, ça recadre un petit peu. Et cela pour dire, parce qu'on a parlé de recrutement tout à l'heure, et je crois en la possibilité de recruter des biomiméticiens. La nature est riche de solutions qui peuvent être inspirantes dans le transport, comme on l'a vu avec le train qui s'inspire des mécanismes du martin pêcheur, ou dans le bâti avec une tour à empreinte carbone nulle, grâce à des briques faites de champignons ou du béton auto-cicatrisant comme la peau. Et donc voilà, juste pour annoncer que c'est un point très intéressant. Superbe transition, parce qu'en fait, je voulais qu'on revienne sur le narratif et sur le biomimétisme. C'est très vrai ce que vous dites, et ça raconte de belles histoires. En fait, ça rallie en fait les citoyens, le monde, au plus concret, ce qui nous entoure, qui est la biodiversité. Et là-dessus, je m'étais entretenu avec des gens qui étaient à l'IUCN, et il s'est passé quelque chose là-bas que j'ai trouvé étonnant. En fait, a priori, de ce que j'en ai compris, les sujets du climat, qui sont très systémiques, savoir si on doit consommer 3, 4, 5, 10 tonnes de carbone, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on a des listes aujourd'hui où on se dit, bon, en fait, il faut que je prenne moins l'avion. Mais finalement, c'est assez lointain du quotidien des gens. Et il y a un sujet qui revient, qui était un sujet caché, un sujet, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, qui n'était pas un sujet du quotidien, mal compris, qui est celui de la biodiversité. Et avec ce qui s'est passé sur les feux de forêt, avec le Covid, il y a eu plein d'éléments qui font qu'il y a, semble-t-il, un retour au vivant où les gens commencent à s'intéresser, alors, à Paris également, dans les grandes villes également, et à s'intéresser à ce qui les entoure, à ouvrir la porte à la coccinelle, on va dire les choses assez simplement. Et ça touche également à ces sujets de biodiversité, de biomimétisme, pour l'inspiration et l'histoire que ça donne. Ce que je voudrais savoir, c'est à partir de là, quels sont à votre avis, on revient sur les narratifs, quels sont à votre avis les narratifs qui peuvent fonctionner et qui fonctionneraient demain ? Libre à vous, celui qui veut prendre le micro au premier. Eh bien, peut-être deux types de narration, celle de la tête et celle du cœur, à savoir un récit centré sur les connaissances scientifiques. Et tu parlais tout à l'heure, Vaya, de l'initiative du GIECO, donc un collectif d'experts en sciences cognitives qui travaille sur l'évolution des comportements.
Et nous, dans notre étude, nous avons recensé environ 500 études autour des bienfaits de la nature. Et c'est une voie d'action et d'engagement assez forte qui est pluridisciplinaire. Donc nous avons la première cartographie des bienfaits de la nature, aussi bien au niveau physique, au niveau émotionnel, cognitif, social et également de l'appréciation de la vie. Peut-être quelques exemples rapides pour illustrer ces connaissances. On considère que la proximité de la végétation diminue les risques de mortalité de 8 à 12%, que d'avoir 10 arbres dans son quartier suffit à prolonger l'espérance de vie de 7 ans. Une fois hospitalisé, on a 2 fois moins d'antidouleurs et on peut partir plus tôt lorsque l'on a vu sur du vert. Les étudiants qui font des pauses vertes sont plus performants. Les enfants qui ont des troubles d'attention, eh bien, ont leurs symptômes inversement proportionnels à l'espace vert qui les entoure. Les professionnels qui ont des plantes vertes sur leur bureau, eh bien, ont 15% de risque en moins dans des tâches répétitives, de risque d'erreur, pardon. Donc on a toutes sortes de chiffres et d'études et peut-être aussi considérant la satisfaction de vie qui est beaucoup plus forte, et les chercheurs White et collaborateurs nous disent que ça contribue autant que l'expérience du mariage. Donc ça, libre à chacun. Peut-être le chiffre le plus surprenant que j'ai trouvé, ou en tout cas le plus court pour produire un impact sur les bienfaits, c'est 40 secondes. Ça suffit au cerveau pour avoir un impact sur notre attention. Donc voilà, il y a toutes sortes de bénéfices qui impactent directement notre santé. Donc ça, c'est le premier récit qui serait plus parlé par l'expertise scientifique, et le deuxième sur l'expérientiel, le cœur, la fréquentation de la nature. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut savoir que 41% des Français déclarent avoir perdu l'expérience de nature. Donc les différents chercheurs, enfin des journalistes parlent d'extinction de l'expérience de nature, d'amnésie générale environnementale. Les enfants reconnaissent plus facilement une espèce locale comme le toucan qu'une espèce commune comme le merle. Donc c'est important parce qu'on sait que plus on fréquente la nature, plus on l'aime et plus on a envie d'agir pour elle. Donc l'idée, c'est que la nature a un véritable pouvoir transformationnel et qui peut agir jusque dans nos modes de consommation. Et dans notre étude, on a exploré différents champs de reconnexion à la nature, aussi bien dans sa sphère, dans son logement, dans sa ville, dans son rapport à l'alimentation, à la consommation, au loisir, au travail, à l'éducation, pour justement susciter cette reconnexion au vivant. Alors, est-ce que c'est pas ça l'une des clés du narratif? Est-ce que vous avez le droit de critiquer ce que je vais dire, mais est-ce que l'une des clés du narratif, c'est pas de parler du vivant, de l'homme au vivant, de repositionner l'homme par rapport au vivant, dans un narratif qui peut être un narratif d'effondrement, enfin de prise de conscience, et puis dans un narratif de sublimation de ce lien? Est-ce que ça peut pas être quelque chose, un narratif? C'est un peu naïf ce que je dis? Non, c'est pas naïf, mais je pense qu'effectivement cette reconnexion au vivant, et avec toutes les innovations que le biomimétisme peut nous apporter, donne une vision pour aujourd'hui et pour demain. Mais encore une fois, je vais insister sur des récits. Et je vais m'appuyer sur l'expérience qu'on a eue à 4D. En 2014, en préparation de la COP21, on a fait plusieurs récits d'archétypes de famille, et on en avait 8. Pourquoi 8 ? Parce qu'on essayait de prendre des récits là où sont les gens. Donc, parler de reconnexion à la nature aujourd'hui pour quelqu'un qui ne peut pas y aller, je ne suis pas sûre que ce soit très efficace. Même si après, il peut aller dans un parc, même si, dans un environnement très minéral, ça relève du fantasme, et comme ce qu'on disait, pas forcément très pragmatique. Et au contraire, peut-être créer de la frustration. On l'a vu pendant la période de confinement, ceux qui disposaient d'un jardin et ceux qui avaient juste une fenêtre mais ne pouvaient même pas sortir dans la rue, on vivait pas la même chose. Donc on revient à ces logiques un peu inégalitaires.
Et nous, en fait, dans nos familles, donc ça s'appelait Our Life 21, on les avait faites pour la France, après on les avait faites pour d'autres pays, et on s'appuyait justement sur des récits prospectifs, sur des scénarios prospectifs, donc avec des chiffres, les scénarios des contributions au climat, les scénarios agricoles, les scénarios transport ou autres, ce qui permettait à un moment de se caler sur quelque chose qui était identifié et probable, et de pouvoir aller sur un récit utopiste, mais pour le coup réaliste, puisqu'il y avait cette probabilité de scénario derrière. Et dans les scénarios, et dans les récits, ce qui était important, c'était de s'appuyer sur là où vivent les gens, leurs moyens, leurs revenus, et la composition de la famille, leur âge, leur capacité à changer. Je vais déménager. La plupart, c'est quand je suis étudiante, quand je me mets en ménage, éventuellement quand je change de travail ou quand les enfants partent de la maison. Vous n'avez pas les mêmes rouages de changement sur des grosses choses comme la rénovation du bâtiment. Sur l'alimentation, vous allez avoir peut-être plus de possibilités quand vous êtes dans des milieux ruraux pour aller acheter près du producteur, si tant est qu'il y ait un développement de filières bio, locales, là où vous vivez. À Paris, puisque c'est là où on est aujourd'hui pour la majorité des intervenants, il faut trouver des lieux plus spécifiques, mais ça reste encore de l'ordre pionnier. Donc c'est pour ça que les récits, il faut peut-être les construire là où sont les gens, si on veut les embarquer. Sinon, on recrée une espèce de distance du fantasme qui peut faire du bien, mais qui ne sera pas le même. Et moi, je suis d'origine polynésienne, donc la nature, je vois bien. Mon nom, ça signifie eau. Pour autant, je ne vais pas pouvoir faire le même récit dans le cadre du Pacifique qu'ici, si j'étais en Sologne. Ce ne serait pas la même chose. Et je pense qu'il faut effectivement avoir quelque chose on a un agenda qui nous rassemble tous, l'agenda 2030. Donc ça fait la grammaire et vous utilisez les mêmes mots, mais pour raconter une histoire différente, là où sont les gens. Et je pense que ça a plus de poids si l'idée, c'est d'embarquer et de stimuler le changement. J'insisterai quand même sur, avant de créer le récit, pour moi, il faut bien comprendre tous les enjeux autour de ces différents récits à créer. Et pour moi, un des problèmes de notre société, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément la maîtrise et la compréhension réelle de tous ces enjeux. Et donc, si on n'a pas une bonne compréhension, si on ne comprend pas bien un problème, en fait, on va mal répondre à ce problème. Et peut-être on pourrait revenir sur le sujet de la convention citoyenne. Pour moi, c'est un très bel exemple du fait que quand on prend des personnes qui ne sont pas forcément des experts sur les sujets climat, biodive, etc., et qu'on leur enseigne tout ce qu'il faut savoir sur ces différents sujets, en fait, ça les amène ensuite à justement créer un récit. Alors là, c'était sous la forme de propositions, mais ça les amène ensuite à se projeter dans quelque chose qui est beaucoup plus basé sur des études scientifiques, sur la réalité de notre société, plutôt que d'être dans un imaginaire qui peut être parfois un peu fantasmé. Gabriela ? Oui, complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, privilégier donc une meilleure compréhension des enjeux. Parfois, les médias clivent sur les sujets environnementaux et on ne parle pas forcément du vrai sujet qui est la décarbonisation de l'économie. On a parlé, nous venons d'évoquer des sujets qui ont trait à l'économie et à la fiscalité. Or, le vrai sujet, c'est la décarbonisation. Donc, qu'est-ce que décarboner une économie ? Comment transforme-t-on une économie ? C'est très peu palpable, mais pour les citoyens que nous sommes, mais lorsqu'on privilégie à la fois la meilleure compréhension, une meilleure sensibilisation à ce problème qui est la décarbonisation à long terme, et que l'on favorise, qu'on privilégie la relation, l'approche relationnelle, donc je peux me permettre, Vaya vient d'évoquer, au travers des communautés d'action locales, on peut porter un optimisme stratégique qui est opposé à l'opposition ou qui fait face à ce pessimisme alarmiste. Mais en réfléchissant, en se retrouvant, en se donnant des plans d'action, mais à la mesure du territoire qui est le premier lieu de confiance.
le territoire proche, c'est la confiance, c'est là où on s'exprime, c'est là où on bâtit. Vous n'êtes pas sans savoir que les tiers-lieux se développent en France et que ce n'est pas non plus une démarche nouvelle. Des cafés sociaux, des lieux sociaux, des lieux de rencontre existent depuis longue date. Les tiers-lieux ne viennent pas faire table rase. Et il ne vient que catalyser des pratiques existantes qui émergent avec plus de force après cette rupture de crise sanitaire environnementale qu'on vient de vivre. Moi, je voulais tout simplement situer les termes du débat, qui est aussi la décarbonisation. Comment fait-on, comment on implique les entreprises et le citoyen, et le citoyen salarié dans une entreprise, par exemple, ou dans une association, comment l'association, elle apporte à cette décarbonisation de l'énergie avec ses pratiques au quotidien. Et moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit entre les études, effectivement, qui sont parfaitement intéressantes, et la réalité. Et je crois qu'il y a une corrélation, une relation à mettre en place, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les périodes de sécheresse 2018, 2019 et 2020, dans mon secteur du département du Doubs, on a une déforestation énorme, parce qu'on a des petites bêtes qui s'appellent des scolites, effectivement, qui détruisent nos forêts. Et quand on sait toute l'utilité de la forêt, eh bien là, on a vraiment un certain nombre de réflexions à mener, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ce que l'on plantera demain, ce ne sera pas pour après-demain. Et on peut mener toutes les politiques que l'on veut en disant il faut utiliser plus de bois, mais quand on voit la Chine comme ils travaillent et qu'ils ne pourront pas couper un morceau de bois avant 2094 chez eux, quand on voit ce qui se passe au Brésil et ailleurs, je crois que c'est important. Il faut que les études puissent être mises en relation avec nos concitoyens, et nos concitoyens à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, pour qu'il y ait cette vraie prise de conscience, effectivement, de ce que la nature nous apporte, ce que la nature fait pour nous, et ce que la nature a toute sa place dans cette politique de développement durable. Angela, est-ce que vous voulez réagir sur ces éléments ? Trois petites choses à dire qui sont d'ailleurs des reprises avec mes mots de chercheuse en sciences du comportement, de ce que les autres intervenants ont dit. J'ai bien compris que tout le monde a compris que là où les incitations seront calibrées au mieux, c'est au niveau du contrôle perçu comportemental, c'est-à-dire lorsque les individus comprennent qu'ils peuvent agir, ils vont le faire. Et donc, il faut absolument viser un calibrage optimal des incitations. Et je veux donc vraiment insister sur ceci. C'est bien de mettre en place des incitations, mais il ne faut pas oublier que les incitations ont toujours ce qu'on appelle un effet contre-productif. L'effet contre-productif des incitations peut apparaître à plusieurs niveaux. Tout à l'heure, notre collègue a bien fait de mettre le doigt sur les inégalités. C'est bien sûr, de s'intéresser aux vivants, c'est une bonne incitation. Le problème, c'est que si cette incitation-là a comme effet contre-productif de creuser les inégalités entre ceux qui peuvent se rapprocher du vert et ceux qui ne peuvent pas, ça va être une incitation qui va être donc complètement inefficace. Et le deuxième facteur que je voudrais citer, c'est la taxe, d'accord ? La taxe, généralement, ça marche, mais faisons attention, la taxe est un prix. Donc, c'est-à-dire que du moment où je paye une taxe, où je paye une amende, etc., je considère que ça me donne le droit de faire et de continuer à faire ce comportement-là pour lequel j'ai eu la taxe ou j'ai été amendé. Et donc, il faut vraiment faire attention à la manière dont on calibre les incitations. Et je pense qu'il est essentiel de ne plus parler de corrélation, mais de causalité. Et il est essentiel de veiller aux effets contre-productifs et au bon calibrage des incitations. C'est tout ce que je voulais dire. Causalité, parce que plus fort que corrélation ? Un sens de l'action, quoi. Il y a une cause et il y a un effet. Corrélation, il y a des choses qui arrivent en même temps. Par exemple, je ne peux pas vous dire si, parce que je me sens mieux dans ma peau, je fais attention à l'arbre dehors, ou parce qu'il y a l'arbre dehors, je me sens mieux dans ma peau. Ça, c'est une corrélation.
D'accord? Donc, il faut qu'on fasse attention à ce genre de résultats corrélationnels. Très clair. Ça, c'est quelque chose dans les médias, de créer la causalité. Là, on rentre quasiment sur les médias scientifiques. Vous pouvez aborder ces sujets-là? Vous pouvez avoir cet angle-là? Nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de se dire plutôt que d'essayer de toucher à l'émotionnel. En fait, on essaye quand même de parler à la raison des individus et de parler à leur intelligence. Parce que pour nous, en fait, cette transition, elle doit se faire avant tout par une bonne compréhension de tous ces enjeux-là. Et ça passe par une explication et prendre le temps. Parce qu'en fait, souvent, on nous reproche, même à nous, de faire des articles qui sont trop longs. Et en même temps, en fait, on voit que le temps passé sur Netflix à binge-watcher des séries sur des dizaines d'heures, en fait, là, on a le temps. Donc, c'est aussi de se dire, en fait, où est-ce qu'on va placer son temps et où est-ce qu'on va placer son énergie. Pour nous, la compréhension de ces enjeux, elle se fait certes à l'échelle des individus, mais elle doit aussi se faire aussi à l'échelle collective. Et là, ce qui m'a un petit peu dérangé jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, dans ce débat, on est en train de mettre le curseur de la responsabilité beaucoup vers le citoyen. Or, quand même, la responsabilité, elle vient quand même principalement des décideurs politiques, des décideurs économiques. Et quand on parle, par exemple, je vais revenir sur la question du tabac, et pour revenir sur le côté taxes et incitations, on voit quand même clairement que quand on met en place des taxes qui sont plus importantes sur le tabac et qu'on accompagne aussi, hein, évidemment, c'est pas que mettre en place des taxes et des moyens de réprimer, mais quand on met en place des taxes et en même temps qu'on accompagne les fumeurs dans leur lutte contre leur dépendance et dans le remboursement voilà, et en même temps qu'on met en place moins de marketing en mettant en place des paquets qui sont neutres et qu'on met des belles photos qui sont quand même plutôt à orientation pessimiste plutôt que optimiste sur tous les bienfaits que ça va avoir d'arrêter de fumer. En fait, on voit que ça fonctionne, quoi. Donc, je parlais aussi au début des accidents de la route. En fait, quand on veut réduire les accidents de la route, on montre pas forcément des images super belles. Voilà, on est quand même sur des choses qui vont être parfois coercitives, sur le fait de mettre en place des limitations de vitesse, d'imposer aux personnes de porter leur ceinture de sécurité. Et pareil pour le tabac. Et je vois pas en fait pourquoi sur les sujets d'écologie on met pas en place ce type de sujet. Enfin, ça arrive et ça existe en partie, mais par rapport à l'immensité du problème auquel on doit faire face dès maintenant, en fait, dès il y a 10 ans, dès il y a 20 ans, mais c'est aujourd'hui, en fait, c'est pas dans 10 ans, c'est pas en prévoyant des baby steps comme ça au fur et à mesure qu'on va changer les choses. Donc ça passe quand même principalement par les décideurs, et évidemment, il faut ensuite accompagner les citoyens et il faut accompagner les collaborateurs au sein des entreprises pour qu'eux-mêmes ensuite soient acteurs de ce changement. Mais ça passe quand même principalement par le décideur. C'est une des... Allez-y. Effectivement, vous avez raison. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire dans la loi climat. Moi, je vous donnerai 2 exemples. Des décisions pas faciles à prendre, hein, parce que vous avez un certain nombre de personnes concernées qui ne sont pas tout à fait de votre avis. C'est de dire, là où vous avez un déplacement de 2h30 en train, ce sera plus en avion. Ça a été quelque chose qui a quand même été acté dans la loi climat. Et je crois que c'est des décisions politiques qui sont des décisions importantes et fortes sur ce sujet. Sur les zones... Dessus, monsieur le sénateur. Je pense que les citoyens ont vu ça comme une... Enfin, je pense. Une partie des citoyens ont pu voir ça comme une formalité, c'est-à-dire qu'une évidence. Par contre, que si on était allé un tout petit peu plus loin que 2h30, il y aurait eu un véritable courage politique. Je suis provocateur volontaire, mais c'est quand même quelque chose qui est ressorti dans les discours. Oui, peut-être. Ça a été un débat qui a eu lieu d'ailleurs. C'était 2h30, c'était 3h, c'était 4h. C'était un débat important. Il y avait aussi le débat derrière
de la concurrence au niveau de nos concitoyens sur le coût. C'était aussi quelque chose de fort. Et accompagner là derrière, je pense que c'est pour ça que nous avions fait, nous, la proposition qui n'a pas été retenue, mais de baisser la TVA sur le prix du billet de train pour essayer effectivement, parce que effectivement le débat 2h30 ou 3 heures, il est intéressant, mais quelle est l'utilité à un moment donné de mettre en place des choses, de faire des incitations ou plutôt des obligations et de ne pas donner d'autres moyens à nos concitoyens parce que si vous avez un déplacement en avion qui vous coûte 30 € et le même déplacement il vous coûte 150 € par le train, ben, je comprends le concitoyen. Donc c'était bien cette volonté, au-delà du temps, des 2h30 ou des 3 heures, c'était de dire il faut qu'on adapte effectivement et qu'on accompagne. Et je crois que ça, c'est ce que nous devons faire au niveau politique pour effectivement changer les habitudes et puis inciter à changer les habitudes. Je ne suis pas certain que le fait d'acheter un SUV, par exemple, soit réponde à un besoin primaire. Et donc le fait de retoquer, par exemple, l'interdiction de faire de la publicité sur les SUV soit répondre à un besoin primaire de nos concitoyens. J'allais y venir justement sur l'idée du tabac, qui est un vrai sujet, c'est sensible, il y a des lobbies derrière, et c'est un vrai sujet ça. C'est-à-dire que le SUV ne tue pas directement les gens, mais la mécanique de promotion de ce type de véhicule fait qu'effectivement, ça pose un vrai sujet sur le long terme. C'est exactement le sujet dont je parlais tout à l'heure, c'est l'effet rebond. C'est le fait qu'on met en place des moteurs qui sont de plus en plus efficaces, donc de plus en plus écologiques, entre guillemets, sur le papier, mais on fait des véhicules aussi qui sont de plus en plus lourds pour répondre à des besoins qui ne sont pas du tout primaires. Enfin, je veux dire, personne aujourd'hui n'est obligé d'avoir une grosse bagnole, un gros SUV, en fait. Sauf évidemment certaines personnes qui vont être des familles nombreuses ou autres, mais je voudrais bien savoir quand même quelle est la part de familles nombreuses qui ont des SUV versus des personnes qui circulent seuls dans leur voiture, parce que je crois que le taux de remplissage des véhicules aujourd'hui, il est de 1,2, je crois, par véhicule. Mais je crois il y a deux possibilités. Et il y a deux possibilités, mais pour moi, il n'y a qu'un objectif. C'est l'objectif, c'est que ça marche. La possibilité, c'est effectivement de mettre les choses en place dans le temps, ou la possibilité d'être très coercitif, comme vous l'avez dit. Et je ne suis pas sûr qu'en la matière, la coercition, parce qu'on entend beaucoup parler d'écologie punitive. Et je ne suis pas sûr que si on fait systématiquement de l'écologie punitive, je ne suis pas sûr qu'on atteindra l'objectif que l'on s'est fixé. Je veux bien juste rebondir, mais il y a quand même une chose, c'est qu'on est obligé de parler d'écologie punitive aujourd'hui parce que quand il y a eu des alertes avant, ça n'a pas été pris au sérieux. Si aujourd'hui il y a des SUV, c'est aussi parce qu'ils sont pas chers. Ils sont quand même vraiment pas chers puisque les chaînes de production, elles sont là et qu'il faut les rentabiliser et que beaucoup de constructeurs ne vont pas changer tout de suite. Enfin, voilà. Donc il y a cette inertie aussi qui est liée à l'industrie. Il y a l'inertie aussi des bâtiments. C'est pour ça qu'il y a aussi des citoyens qui luttent contre des projets qui sont pas du tout environnementaux, qui ne voient pas, ça a été le cas d'aéroports, c'est le cas des supermarchés, parce qu'on sait que là, on est parti sur des investissements qui vont durer 30 ans. Donc en fait, non seulement ça va se passer aujourd'hui, mais ça va définir des modes de vie pour les 30 prochaines années. Et c'est là où je trouve que parler de comportement, parler de responsabilité, enfin parler de relations entre l'individu, le collectif, les individus entre eux, les individus dans une logique de consommateur, donc offre et demande, nous amène à quelque chose de plus large, de mode de vie. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on est en train de négocier nos modes de vie. Mais si on a un récit qui nous raconte que le mode de vie de demain qu'on ne connaît pas encore sera pas bon et sera pire que celui d'aujourd'hui, ça ne marchera pas. Pour autant, de ce que j'entends aussi, il y avait une étude très intéressante qui racontait que aujourd'hui, on était dans cette période où les enfants étaient pour la première fois, on leur faisait la promesse d'un mode de vie moins bon que celui de leurs parents. Jusqu'à présent, depuis l'après-guerre, on était toujours dans quelque chose de meilleur. Et donc, on est dans cette espèce de point de bascule qui est qu'en fait, il faut qu'on promette quelque chose de meilleur pour les jeunes générations. Donc, il y a effectivement cette question de récit, mais de cohérence par rapport à ce que vous venez de dire, ce qu'on peut faire aujourd'hui et surtout ce vers quoi il ne faut pas aller demain.
Et pour le coup, c'est pas de la coercition, enfin, c'est pas être coercitif par rapport au mode de déplacement, mais c'est s'assurer que on ne continue pas la course en avant pour pas être après, pas simplement dans une écologie punitive, mais dans une écologie toujours plus alarmiste en fait. Merci Zaya. On va conclure, parce que même j'ai un petit peu débordé, et je vais vous demander un exercice qui n'est pas facile. C'est si les gens les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui devaient retenir une chose en vraiment 5-6 secondes, une chose, un mot, ce serait lequel? Honneur à vous. De mettre en avant la coopération multi-acteurs. Il est clair que le citoyen, de sa place de citoyen, ne pourra pas changer le monde, bien qu'on en rêve et que l'on soit des acteurs aujourd'hui. Transformer durablement des politiques publiques ne relève pas que du citoyen seul. Et voilà, donc j'aimerais bien dire cela. Il est important de aussi se transformer pour mieux orienter la politique. Donc vous vous adressez plutôt aux décideurs politiques, politiques. Mieux orienter notamment les financements, les denrées publiques et l'argent privé également, parce qu'il est question aussi d'orientation des finances pour que ces fonds aillent dans les bonnes directions. Angela? Moi, je vais juste répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Faites attention, je m'adresse aussi aux décideurs politiques. Faites attention au calibrage des incitations. C'est très clair. Message aux citoyens, c'est informez-vous, formez-vous, que ce soit au sein de votre entreprise, demandez à être formé sur les enjeux de transition. À l'échelle individuelle, informez-vous, regardez un petit peu moins Netflix et lisez un petit peu plus, notamment YouMatter, mais aussi d'autres médias. Et après, utilisez ensuite tout le savoir que vous aurez acquis pour faire pression auprès des décideurs, pour aller taper aux portes des différents dirigeants. Safia? Eh bien, également aux citoyens de s'informer sur les connaissances du vivant, de fréquenter la nature pour s'enrichir de ses expériences et également de croire en la voie du biomimétisme qui permet d'innover durablement et peut-être ajouter que pour les décideurs, on croit à la consécration d'un droit à une nature opposable comme à l'image de la loi Dallot qui permettrait de consacrer une extension du droit à la santé et à la dignité humaine de vivre dans un environnement sain. Monsieur le sénateur? Moi, c'est plus un souhait. C'est qu'il y a une prise de conscience collective au niveau européen, au niveau mondial. Parce que, si vous voulez, moi, je n'accepte plus et je n'entends pas le fait de dire, oui, mais attendez, en France, on n'a pas de mesures énormes à prendre parce qu'on ne représente que 0,8% d'émissions de gaz à effet de serre mondiales. Je pense que si on raisonne comme ça, on ne bougera pas, on ne fera rien. Et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une vraie prise de conscience très, très collective de la part des États. Je ne parle pas des citoyens, je parle de la part des États. Et donc, il faut vraiment, c'est vraiment mon souhait, qu'il y ait cette prise de conscience, et je compte beaucoup cette fois-ci encore sur la COP26 pour qu'il y ait cette prise de conscience. Joe Biden a l'air de vouloir revenir dans la COP21, ce qui est une belle avancée, mais je crois qu'il ne faut pas dire parce qu'on est un petit pays et qu'on n'a pas beaucoup de pollution qu'on ne doit pas prendre la conscience. Il faut que ce soit une conscience collective. On stresse un peu tous sur la COP26, je crois. Ouais. Pour conclure, pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le sénateur, agir en co-responsabilité. On est tous responsables à la hauteur de nos responsabilités et de nos moyens. Donc cette notion de co-responsabilité, je pense qu'elle est essentielle. Et une dernière chose pour embarquer tout le monde, je vois qu'il faut de plus en plus être radical, mais moi j'aime bien la dimension de radicalité dans la nuance. Comme ça, on ne s'oppose pas entre deux blocs et puis on ne s'occupe pas de ceux qui sont au milieu, mais la radicalité, c'est aussi dans la nuance. On saura ce soir si c'est la radicalité qui va guider le mouvement écologique en France. Pour ma part, vous me retrouvez à 14h. On va continuer sur ces sujets puisqu'on va aborder le sujet de la transition écologique avec celui de démocratie. Et je vous le glisse en
en quelques mots, enfin en un mot, on parlera même de dictature verte. Alors on me glisse à l'oreille une information, je veux bien que tu répètes Marie-Six, s'il te plaît. 11h45, la masterclass, voilà. À très bientôt.